Le débat ce matin d'Eden Arrêt de la présidentielle au Bénin, élite béninoise, députée et avocat français s'adresse à la communauté internationale. Et c'est bien à travers donc une pétition. Nous appelons au rétablissement de la démocratie au Bénin avant toute élection. C'est l'intitulé donc de cette pétition adressée à la communauté internationale. Une initiative d'un ensemble d'élus et observateurs du Bénin d'ailleurs qui demande à la communauté internationale de mettre les autorités béninoises devant leurs responsabilités. Pétition publiée sur Mediapart mardi dernier. Alors, que dire donc de cette pétition? La situation au Bénin, bien sûr, est-elle si dégradante et invitant, j'allais dire, donc, à l'arrêt du processus électoral? La démocratie a-t-elle réellement, bien sûr, eu des ennuis au Bénin? Pour en parler, nous sommes avec Stéphane Tora, il est analyste et bien sûr observateur de l'actualité sociopolitique. Monsieur Tora, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille, content d'être sur le plateau. Je salue les amis auditeurs et auditrices d'Eden TV et de Diaspora FM. Alors, merci, c'est un plaisir pour nous également de vous retrouver sur le plateau des Matins d'Eden. Oui, c'est tout à fait, disons, un plaisir partagé parce que comment l'actualité politique se passe dans notre pays, il faut prendre un peu de recul, analyser les choses et savoir quand même et faire des sorties pour pouvoir adoucir ou apaiser la tension. C'est pour ça que vous m'avez plu sur le plateau. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce débat, quelle est votre appréciation de la situation sociopolitique aujourd'hui? Oh, dans une communauté, bon, la situation sociopolitique du pays est relative à la vie d'une communauté. Et dans une communauté, vous avez des gens qui agissent, il y a d'autres qui n'agissent pas. Et ils tentent de faire entendre leur voix. Donc, je prends la situation sociopolitique du Bénin comme étant cette guerre entre frères et partenaires d'une même communauté qui chacun cherche à faire évoluer la vie en général et le bien-être socio-économique en particulier. Donc, tout ce qui se passe, c'est comme on a l'habitude de dire, c'est de bonne guerre. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont en train d'agir, les gouvernants, et il y a ceux qui voient que dans ce qui est en train d'être fait, il y a encore à parfait et que eux, ils préfèrent être là pour faire mieux. Donc, c'est une guerre politique. Et c'est une bonne démocratie? Bon, dans une démocratie d'abord, puisqu'il faut d'abord partir de la démocratie. Dans une démocratie, il y a qu'il faut un fonctionnement des institutions. Il y a qu'il y ait séparation de pouvoir. Il y a que des lois sont votées, des tests sont pris pour pouvoir donner une orientation ou bien une manière de vivre dans cette démocratie-là. Alors, que ces tests soient respectés. Voilà, lorsque ces tests ou ces lois sont respectées, lorsque les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, je crois bien que bon, c'est la marche de la démocratie. On peut reprocher à cette façon d'agir, ou bien aux gouvernants de vouloir embrigader tout, de vouloir s'accaparer de tout pouvoir. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir qu'il détient. Et tant que vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes là à s'agiter. À s'agiter, le temps de parvenir au fauteuil et d'agir également. Et d'autres vont se lever pour vous vilipender ou pour vous dire, au lieu de prendre cette direction, prenez telle autre. Donc c'est tout à fait normal. Et dans toutes les démocraties, il y a toujours eu ce genre de bisbilles. Mais aujourd'hui au Bénin, quel est l'état démocratique du pays? L'État, nous ne pouvons pas... Il y a du recul, d'autres estiment que c'est de l'avancée. Oui, tout ça participe au fond à la démocratie. Parce que si les gens n'ont pas le droit de dire ce qui ne va pas,
alors on ne dirait pas que nous sommes en démocratie. Si les gens prennent la liberté et leurs droits, usent de leurs droits pour pouvoir s'exprimer, alors on dira que nous sommes en démocratie. Maintenant, lorsque les textes interdisent des choses à ne pas faire, lorsqu'il y a de cadrage certains par rapport à certains agissements et que des gens se disent forcément nous devons aller de ce côté-là, on dirait que ces gens-là n'ont pas l'esprit démocratique. Donc, pour moi, les choses ont peut-être changé. La façon, la manière dont nous vivons dans le pays a connu un peu plus de trucs là, de cadrage, je dirais, de cadrage. Et il n'y a plus forcément de laisser passer sur certains faits. Il n'y a plus forcément de laisser passer sur la manière de se comporter dans la République. Et ça dérange. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous dites que vous avez plein droit de faire ceci ou cela, et qu'on vous dise désormais, il y a une loi, il y a des textes qui vous empêchent d'aller de tous les côtés, vous allez quand même vous révolter. Ça, c'est naturel, ça, c'est humain. Mais vous n'allez pas vous révolter jusqu'à casser la barrière qu'on vous a placée. Lorsque vous le faites, vous-même, vous avez quelque chose à vous reprocher. Et la République, je pense très bien que c'est comme ça va. Vous voulez que je vienne dans le factuel. Et je préfère être dans le général pour que tout le monde perçoive en réalité parce que de 2016 à maintenant, oui, il y a des réformes politiques. De sérieuses réformes politiques. Et le chef d'État a reconnu à un moment donné que ça a été des réformes difficiles. Alors ensuite, aujourd'hui, ce qui pose problème à la veille du scrutin présidentiel, et bien sûr, c'est le fait quand même que le parrainage, pour la première fois, a été donc appliqué et que certains candidats ont été donc recalés simplement puisqu'ils n'ont pas pu avoir le parrainage nécessaire. Mais avant cela, la révision est intervenue, la Constitution est intervenue en 2019, en novembre 2019. Il y en a toujours qui pensent que ça ne devait pas arriver. Et que cela pose un problème avec une décision de la CADHP aussi. Donc certains continuent toujours de faire allusion à l'ancienne Constitution et non à la Constitution révisée. Et ça devient quand même au sein de la classe politique beaucoup de polémiques. De certaines classes politiques, beaucoup de polémiques. Je suis entièrement d'accord avec ce rappel des faits. Et au regard de cet indice-là aujourd'hui. Oui. Non, je voudrais qu'on se mette bien dans le contexte. Parce que lorsqu'on prend les uns et les autres, surtout ceux qui ne sont pas d'accord, il y a des aspects qu'ils oublient. Ou bien il y a des aspects que sciemment, ils ne rappellent pas. La situation... Donc le débat est un peu hypocrite selon vous. C'est un débat tout à fait franc. Voilà. Si le débat est aussi franc, de part et d'autre là, on devrait être sur la même longueur. La pensée ou bien la conclusion peut différer d'une position par rapport à une autre. Mais au moins relater les faits, on devait être fidèle pour relater les faits. Pour relater les faits, il y avait lors des campagnes pour l'élection présidentielle de 2016, des candidats qui ont fait des propositions, qui ont fait des promesses, c'est-à-dire qu'ils seront élus, ils vont faire ci et ils vont faire ça. Et le candidat Patrick Talon a proposé, entre autres, une relecture de notre Constitution, une réorientation de la démocratie afin que ça puisse nous donner le développement. Peut-être qu'en ce temps, nous n'avons pas bien saisi ou bien analysé ces propositions-là ou bien ces promesses. On l'a élu à 65%. Alors qu'il y a des candidats peut-être mieux, et qui sont plus valables, peut-être qui sont plus, je ne sais pas, social, humain, etc. Mais on a choisi son programme de société. Lorsque unanimement,
la population, bien le peuple vote pour un candidat, que vous soyez contre ou non, il devient le président de tout le monde. Et là, il a fait un projet de société. Et il a commencé par dérouler ce projet de société. Et c'est là que nous avons compris que c'est un projet qui force la main à tout le monde. Des gouvernants jusqu'au bas peuple. Au bas peuple. Donc, quand ça force la main à tout le monde, nous devons accepter, surtout que... Et qui marque une rupture avec les voilà, surtout que pour commencer, c'est déjà par le bas peuple que la réforme a commencé par agir. On a demandé aux gens de dégager des trottoirs, de libérer les espaces publics. Mais c'est les gagne-pains, les petits gagne-pains qui occupaient ces espaces publics pour leur commerce. Mais on les a cassés parce que c'est une décision de l'autorité. Là, le peuple a souffert. Le peuple n'a vu personne pour venir le défendre. Quand c'est parti du peuple, du bas, et que c'est arrivé aux travailleurs, puis on leur a retiré, non, on a encadré leur droit de grève parce que vous ne pouvez pas vouloir exprimer votre liberté d'action syndicale et causer des pertes en vies humaines. Par conséquent, on a encadré le droit des travailleurs en limitant les grèves. Mais ils ont tout fait. Ils ont subi. Parce que ceux-là ne font pas partie du peuple. Ils font partie du peuple également. Mais lorsque ça a quitté ce niveau et que c'est arrivé au niveau des politiques, mais ils refusent que ça leur soit appliqué. Donc, si on laisse tout ça, et on se dit non, il y a eu révision, il y a eu révision, oui, mais avant, il y avait eu également des échanges entre eux. Quand ils faisaient le tour du pays pour pouvoir parler de la révision de la Constitution, on n'a pas associé le peuple. C'était les mêmes qui étaient là. En ce moment-là, ils étaient à la table. Ils avaient négocié, ils avaient adopté une position. Ça ne leur a pas marché. Et on a eu 3 suites de propositions pour la révision de la Constitution avant que ça ne passe. Donc aujourd'hui, la démarche de l'opposition radicale, vous la démarche de l'opposition, l'opposition se dit qu'il n'y a pas liberté de parole. Nous sommes là, nous parlons. Nous ne sommes d'aucune chapelle politique, mais nous parlons. Nous les voyons également prendre les plateaux et occuper les réseaux sociaux. Ils parlent. Mais à chaque fois, ils reviennent pour dire qu'il n'y a pas de liberté. Moi, je me demande quelle liberté nous voulons au juste. Est-ce que nous voulons continuer avec le libertinage ou bien nous voulons nous rendre sérieux pour travailler à faire entendre nos convictions. Puisque c'est ça qui manque. Il y a des gens qui n'ont pas de conviction. Ils préfèrent se fier à leurs intérêts, mais l'intérêt toujours échappe. Parce qu'il y aura toujours quelques tests, il y aura toujours une loi qui viendrait mettre fin à des intérêts que vous percevez dans le temps. Donc, tout n'est pas linéaire. Il faut que l'humain également soit un peu ouvert à aller dans les changements. Et si on va et que... Comme on dit, tout changement présente sa mélancolie. Voilà, il faut s'adapter. Si on rentre dans le changement, si on rentre dans une direction et que ça ne marche pas, nous allons tous constater que cette direction que l'ensemble nous avons adoptée, ce n'est pas la meilleure. Et puis, on change de cap. Voilà. Alors, et par rapport maintenant à cette pétition, je crois que la question ne devrait même plus être posée parce qu'on peut lire votre point de vue directement déjà. Non. Laissez-moi donner mon point de vue. Ne lisez pas. Laissez-moi donner d'abord le point de vue. Non, par rapport à la pétition, vous savez, tout le monde a le droit d'agir pour faire passer son opinion. Là, les gens sont tout à fait dans leur rôle. Ils sont libres d'agir, puisqu'ils ont mené des combats à l'interne. Ils ont essayé de tirer la sonnette d'alarme. Mais apparemment, ça ne sonne pas bien. Donc, à chaque fois, ils montent d'un cran pour toujours être conformes à ce qu'ils veulent, à comment est-ce qu'ils souhaitent que
la gestion ou bien oui, la direction du pays soit. Ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur dire non. Sauf que moi, à ma place, j'aurais souhaité que le consortium qui s'est formé pour lancer la pétition, qu'il lance la pétition pour que l'Afrique soit débarrassée des colons. Pour que les richesses de l'Afrique soient laissées aux Africains, l'exploitation des richesses de l'Afrique soit laissée aux Africains. Pour que nous quittions le contexte du franc CFA et que les Africains aillent dans la formalisation, dans l'impression de leur propre monnaie. Si c'est une pétition comme ça, vous voyez, tout le monde serait d'avis. Maintenant, s'allier à des je dirais pas à des amis du Bénin pour qu'on arrête le processus. Franchement, c'est trop gros. C'est trop gros. Bon, la communauté internationale, les gens pensent que la communauté internationale, ce sont seulement eux qui ont accès à cette communauté internationale. Mais on n'a pas besoin d'alerter la communauté internationale avec que la communauté internationale sache ce qui se passe, puisqu'ils ont des représentations un peu. Elle a des représentants un peu partout et c'est ce qui se passe. Donc, les amis du Bénin vont aider le Bénin à peut-être à se faire beaucoup plus entendre. Maintenant, moi, j'aurais souhaité que ça soit une pétition qui concerne nos intérêts et qui concerne la suppression du compte d'opération où nous sommes obligés, en faisant les exportations, de laisser 50% de nos marges à la France. Si ces Français, avocats, qui se sont alliés à certains de nos frères, se disent vraiment ils aiment le Bénin, ils doivent pouvoir défendre le retour des objets royaux volés au peuple béninois et qui se retrouvent dans les musées, qui se retrouvent dans les musées en France et en Europe. Voilà comment on aide un État. On aide un État à avoir des moyens pour pouvoir nourrir son peuple. Mais on n'aide pas un État à créer du vide, à créer du vide juridique en quelque sorte. Quand on prend le fond maintenant du message de cette pétition là. Moi, la première des choses que moi j'ai lues, c'est les noms, c'est les signataires de la pétition. Et quand j'ai lu, le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Parce que quand je prends chacun d'eux, je me dis, ils ont apporté quoi? Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Alors, si je les prends, c'est des gens qui n'ont jamais donné un seul emploi à quelqu'un ici. Comment vous voulez avoir confiance à des gens comme ça? Ils n'ont jamais créé de bonnes conditions pour la jeunesse, pour le peuple. Mais c'est ce peuple-là qu'ils sont en train de défendre. On ne leur dénie pas leurs droits. Il y a des gens... vu aux affaires, c'est cela. On les a vus faire. Et véritablement vus faire ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils peuvent se dire, bon, on en a assez fait, on peut se reposer parce qu'on a des relèves. L'ancienne code contiste la nouvelle. Ils ont pu laisser l'ancienne code. Si la code est pourrie, on la laisse complètement. Et je crois que cette code-là risque d'être complètement laissée. Je ne leur dénie pas leurs droits. Ils sont pleinement dans leur rôle. Et généralement, quand tu vas lire leur nationalité, il y a des gens qui ont double nationalité. Donc, ils sont là et en même temps, ils ne sont pas là. C'est des chauves-souris. Vous les suivez, vous ne saurez pas votre règne. Il n'y a pas péri en la demeure. Du tout pas. Parce que si c'était aussi comme ça, si c'était aussi facile comme ça, Idriss Déby ne serait pas en train de vouloir un sixième, je ne sais pas, un septième, de courir pour un sixième mandat. Vous voyez? Donc, nous ne réfléchissons pas. Bon, c'est normal que ces agissements amènent certains à dire que les Africains ne réfléchissent pas. Mais nous autres, nous voudrons très bien que les gens agissent, qu'on reste ensemble pour agir. Alors, mais quand s'ils ne sont pas là, à la table de négociation, c'est de leur faute. Et quand on ne leur rappelle pas ça, ça ne serait pas bien. Il est bien vrai que les choses sont corsées. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, quand vous lui mettez tellement de pression et qu'il y a une petite concession, saisissez la concession et retrouvez-vous à la table de négociation. Ils ont rejeté l'appel
au dialogue en 2019, ce qui a conduit à une élection législative où seuls les partisans du pouvoir se sont retrouvés au niveau de l'Assemblée. C'est là où ils ont fait une grave erreur stratégique et ça va les poursuivre jusqu'aux élections législatives en 2023. Moi, j'aurais préféré que la communauté internationale les gens se préparent pour 2023. L'état de la démocratie au Bénin, pas de restauration de la démocratie. Ils ont également parlé de la prolongation du mandat des 45 jours, qui qualifie d'ailleurs d'une violation de la Constitution le 11 décembre 1990. Je finis rapidement. Et puis, ils ont exposé également d'autres faits. Alors, sur le fond maintenant, est-ce qu'il n'y a pas véritablement de débat à faire sur le fond? Est-ce que vous trouvez véritablement que c'est simplement pour donc occuper l'actualité, c'est simplement pour donc se faire entendre, se faire voir. Moi, je salue. Si on est leur présence de l'autre côté, est-ce que c'est seulement ça? Est-ce qu'il n'y a véritablement pas quelque chose qui ne va pas? Au moins, moi, je salue leur démarche parce qu'au moins, ça va faciliter le voyage sur l'Europe par rapport à certains. Donc, les visas vont vite sortir. En dehors de ça, le reste, là, c'est vide. C'est vraiment vide. Dans notre contexte actuel, vous pensez qu'on peut arrêter le processus? Arrêter le processus, c'est définir encore des mois pour se mettre d'accord, je ne sais pas comment. Et ils disent que 45 jours, c'est trop. Alors que quand on va arrêter le processus, on peut dire c'est un truc au gouvernement d'union ou bien quelque chose là, provisoire. De tel moment, il faut faire ci. Et ça peut être un gouvernement prorogé sur 2 ans. Voire 3 ans. Parce que c'est celui qui est sur place là, c'est celui-là qui se taille la part de lion. Donc, arrêter le processus à l'heure actuelle, c'est difficile. Et leur combat me semble pas sincère. La révision de la Constitution qui a engendré cette prorogation du mandat du président de la République. Avec l'enlayement donc des élections. Ça veut dire que cette révision s'est effectué depuis 2019. Et ils sont en train de mener un combat pour l'arrêt de la modification, de cette modification en 2021. Pour l'annulation, oui. En 2021. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas sincères. Et c'est pour ça que beaucoup plus de jeunes préfèrent aller dans leurs occupations, nourrir leur famille, que d'aller dans le système politique. Parce que si tu es dedans, tu n'es pas sincère. Donc même ces éléments évoqués dans le fond, manque de pertinence et de sincérité selon vous. Ils ont dit l'annulation du processus électoral frauduleux. Vous voyez, c'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir inutilement. Déjà dans leur pétition, ils ont bien ressorti comment les choses sont passées. Et ils disent que l'État a choisi les adversaires. Vous êtes sûr que c'est l'État qui a choisi les autres, les duos Corentin Koroé et Paul Humpé, Soumane Djemba? Non, c'est un processus. Vous rentrez dans le processus, vous vous conformez à ce qui est et non à ce que vous pensez être la réalité, parce que ce n'est plus la réalité. La Constitution de 90, c'est toujours la Constitution de 90, mais ça a été amendé. Donc les choses se feront autrement. Allons au contact de la nouveauté. C'est tout à fait vrai que toute nouveauté entraîne de réticence. C'est normal. Mais ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas et que ça n'a jamais existé qu'on ne peut pas instituer pour voir. Si ça ne marche pas, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous amoureux de notre peuple, nous allons pouvoir dire ça n'a pas marché et on revient en arrière pour choisir d'autres propositions. Surtout que parrainage et autres là, c'est ce qui se chantait depuis 2006. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu l'audace de mettre là qu'on va dire comme nous ne sommes pas là et tu as mis, c'est pas bien. Les tests ont été clairs, vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas à la table de négociation, soyez sûr et certain qu'il y a des aspects des négociations là qui vont vous échapper. Et vous aurez tout le temps à vouloir rattraper ce qui vous a échappé, vous n'allez pas le faire. Et c'est pour ça
on fait tout en politique. Moi, je ne suis pas grand politicien, mais quand je fais la lecture politique, même là où il y a la dictature, où les gens disent on n'a pas la liberté d'agir, les opposants de ces dictateurs font tout pour être à la table de négociation. Font tout. Et effectivement, ils y sont. Même si la finalité, c'est toujours celui qui est fort là, qui prend tout. Mais ils sont et ils donnent leur point de vue. Ils participent. Maintenant, vous refusez. Débat. Vous pratiquez la politique de la chaise vide. Et c'est maintenant, vous demandez qu'on respecte la décision de la la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce qu'un individu, moi, est-ce que mes droits ne sont pas bafoués? Je voudrais très bien que ça soit les officiers de l'État qui me promènent un peu partout. Mais je n'ai pas ce droit-là. Alors que c'est les impôts que chacun de nous paye qui les nourrissent. Je voudrais très bien que la présidence soit chez moi. Je voudrais beaucoup de choses. Puisque en tant qu'humain, c'est mon droit de les exprimer. Alors, donc ce n'est pas parce que quelqu'un est bafoué et on ne doit pas encourager qu'on viole les droits humains. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un a des positions qu'on va nous faire chanter. Les autres ont eu des choses à dire par rapport à la décision. Jusqu'à ce que on s'est retiré de la cour parce qu'on a compris que les gens ne suivent pas le droit, ne restent pas dans leur intérêt. Les avocats bavardent, les avocats viennent justifier, d'autres viennent contredire. Mais nous, par rapport à ce qui est fait, nous disons les choses ont été pour que chacun puisse se retrouver. Oui. Mais d'autres se sont retirés. Là, on n'a pas de trucs de conditions à imposer. Merci. Dans les situations pareilles, là, Stéphane. Merci à vous, Monsieur Torra. Stéphane, votre point de vue est clair. On peut le lire mieux maintenant. Voilà. Alors, par rapport à cette initiative qui demande l'arrêt du processus et bien sûr électoral en cours au Bénin, le rétablissement de la démocratie, qui dénonce donc la démocratie prise en otage ou confinée, selon donc les initiateurs, et bien sûr collectifs si en tête de cette pétition. Et bien vous la trouvez cette démarche qui manque de pertinence et de franchise. Alors, vous invitez donc les acteurs béninois donc, à aller au dialogue et à œuvrer pour donc la paix. Et notamment continuer le processus comme bien sûr il se déroule déjà, selon vous, pour que les élections du 11 avril prochain bien sûr, soient donc des élections paisibles. Merci à vous, M. Stéphane Torra. Et merci à tous ceux qui sont restés avec nous aussi.